que Bugarache est un mont qui est devenu célèbre. Alors vous allez me dire pourquoi il est devenu célèbre. Alors là, j'ai relevé, permettez-moi de le lire, 15 événements qui se sont passés sur les flancs du Bugarache qui forcément attirent l'attention. Alors, le premier de ces événements, c'est en 32 après Jésus-Christ. On apprend que la Sainte Famille, vous savez qui est la Sainte Famille, hein, c'est Sainte Anne, la mère de la Vierge Marie et toute la famille, s'installe à Bugarache après la crucifixion de Jésus, 32. 490, les Visigoths enterrent aux Pêches d'Ancouty, c'est-à-dire dans les environs du Bugarache, le trésor qu'ils viennent de dérober à Rome, trésor qui avait été préalablement dérobé par les Romains à Jérusalem, mais ce trésor ne comportait pas l'Arche d'Alliance. Petit détail. 813, on sort de ce trésor la menorah. La menorah, peut-être le savez-vous, mais c'est le fameux chandelier à 7 branches, faisait partie du matériel que l'on trouvait dans le temple de Jérusalem. Et ils vont l'offrir aux bénédictins qui vont créer l'abbaye d'Alep, dont on aura la chance de parler, et je vous montrerai après où elle se trouve. 1294, les Templiers qui reviennent de la citadelle de Saint-Jean d'Acre ramènent l'Arche d'Alliance et la cachent toujours aux Pêches d'Ancouty, dans les flancs du Bugarache. 1605-1607. Alors là, c'est une nouvelle, on appelle ça une nouvelle étonnante qui va en étonner plus d'un. Un scoop. Vincent de Paul retrouve l'entrée du Pêche d'Ancouty grâce à une information qui lui est donnée et il en déménage une partie dans la crypte de la basilique de Marseille, dont on va parler aussi, et il créera par la suite un mouvement religieux qu'on appelle les Lazaristes, qui vont être détenteurs jusque dans les années 1930 des secrets concernant toute cette histoire. 1638, Nicolas Pavillon, qui est un élève de Vincent de Paul, devient évêque d'Alec et il fait réaliser par Nicolas Poussin le célèbre tableau des bergers d'Arcadie. Tableau qui aurait dû permettre, dans l'avenir, proche ou lointain, de retrouver ce trésor et tout ce qu'il contenait. 1670, Louis XIV pille ce qui restait du trésor dans la cache du Pêche d'Ancouty pour finir le château de Versailles. 1864, Jules Verne fait paraître un livre intitulé Voyage au centre de la Terre, après un séjour de plusieurs mois dans un petit hameau qui s'appelle Les Capitaines, qui se trouve près du Linas, autre endroit dont on parlera un peu plus tard. 1885, l'abbé Boudet, qui est curé de Rennes-les-Bains, aidé des Lazaristes, retrouve la cache du Pêche d'Ancouty et à l'intérieur, il retrouve l'Arche d'Alliance qui vont sortir et cacher ailleurs. 1945-1953, un jeune homme qui s'appelle Angelo Roncalli fréquente le pape Léon XIII. Alors le pape Léon XIII, les gens qui connaissent bien l'histoire de Rennes connaissent ce pape, on en parle beaucoup dans cette énigme de Rennes-le-Château. Ce jeune Angelo Roncalli va devenir prêtre et puis il va même être nonce apostolique et à la demande du général de Gaulle, il va être nommé nonce apostolique en France. Et il va venir donc bien évidemment souvent en France, mais plus particulièrement à Rennes-les-Bains. Parce qu'à Rennes-les-Bains, il a de la famille. Et quand il vient à Rennes-les-Bains, il se promène. Et il va sans doute à Rennes-le-Château, il va aussi à Bugarache. Ce fameux Angelo Roncalli va devenir le pape Jean XXIII, que tout le monde connaît au moins de nom, en 1958. Il va faire des prophéties aussi, il décoiffe. Certaines se sont réalisées, d'autres pas. Et alors, pour ceux qui ont la tête dans les étoiles, il faut savoir que plusieurs fois, dans la résidence d'été des papes à Castel Gandolfo, il va rencontrer des extraterrestres. Et pour finir, il va rencontrer un des copains d'Élisabeth de Caligny, c'est Adamski. Comme tout le monde sait ou l'a vu sur la chaîne, Élisabeth de Caligny a parlé de ce fameux Adamski, qui est un abducté américain très célèbre. Oui. Quelques dates encore, 1980-2002, le CNRS, pour des raisons archéologiques, ont-ils dit, écume le Bugarache du côté de Caen-sur-Aglus, qui est un petit village sur les flancs du Bugarache, et ils vont creuser 20 puits de 100 mètres de profondeur, imaginez quand même le boulot, interconnectés. Au bout de ces quasiment 20 années, ils prétendent avoir trouvé ce qu'ils cherchaient.
comme on ne savait pas ce qu'il cherchait, il pouvait bien nous raconter ce qu'il voulait. Les trous sont rebouchés, mais on peut les trouver si on se balade dans le coin là-bas. 1981, François Mitterrand vient faire en hélico un petit voyage à Bugarache. Il passe sous Sierre-le-Château. Il y a des photos, pas besoin de justifier de son passage. 1988, un certain Daniel Bettex, qui était le responsable de la sécurité sur l'aéroport de Genève, décide de faire des fouilles dans le Bugarache, aidé par Déodat Rocher, qui habitait à l'époque à Arques, qui a été surnommé le pape des Cathares, et il va trouver une mort étonnante et surprenante. Et puis, pratiquement avant-dernier événement, quelqu'un, mais on ne sait pas qui, mais vous allez le deviner, décide de créer la Méridienne verte. Alors, les moins de 30 ans ne savent pas ce que c'est que la Méridienne verte. Je vous expliquerai tout à l'heure ce que c'est en détail. Cette Méridienne verte, en fait, suit le Méridien de Paris. Elle a quand même quelques particularités, dont celle de passer par un lieu-dit qui s'appelle Mitterrand. Je ne sais pas, c'est sans doute une coïncidence. Et il va évidemment passer à Bugarache. Et puis, pour finir, le plus gros des événements qui a fait connaître Bugarache à travers le monde, c'est le fameux 21 décembre 2012. On annonce l'apocalypse. Et donc, beaucoup de gens décident de venir finir leur dernier jour à Bugarache. Ils pensent en fait que la fameuse planète Nibiru va heurter la Terre, d'où un clash pas possible, l'apocalypse, et ils pensent qu'en montant en haut du Bugarache, ils pourront se suicider pour ne pas supporter les conséquences néfastes de cette collision. Heureusement, rien ne s'est passé, vous pouvez le constater. On est toujours vivant et j'espère tous en bonne santé. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, quelqu'un demandait tout à l'heure où était Bugarache. Si vous voyez où est Carcassonne, vous prenez la nationale qui descend et qui part vers le sud, qui part de Carcassonne. C'est la D118. Elle se trouve, je ne sais pas si on voit ma souris se balader sur l'écran. On la voit pas? Si. Enfin bon, on voit sur la gauche de cette image la D118. On voit qu'elle passe par Limoux. À Limoux, il y a une église qui s'appelle Notre-Dame de Marseille, j'ai déjà fait allusion. Vous descendez vers le sud, vous passez au large d'Alep-les-Bains, j'y ai déjà fait allusion. Et puis on continue comme ça jusqu'à Quillan et Perpignan. Mais avant, on s'arrête à un petit village qui s'appelle Couisat. On prend la route qui part au plein est, à sa gauche, au feu. On va laisser à sa droite la montagne avec Rennes-le-Château. À droite, il y aura un château qui s'appelle Custosa, qui est aussi très connu des chercheurs. On va prendre cette petite route et puis on va arriver à un carrefour. On va tourner à droite, on va descendre. Et puis vous avez le mont Bugarache après. Le mont Bugarache, en fait, il est en deux parties. Il y a cette partie-là que l'on appelle, j'ai un trou de mémoire brusquement, la pêche grosse ou un nom comme ça. Je suis en train de chercher, bon, peu importe. Et puis ici, vous avez vraiment le pêche de Bugarache. Cette colline, si on peut appeler ça une colline, fait 1000 mètres, alors que celle-ci, qui est enneigée, fait 1200 mètres. Troisième site qu'on va aller voir, c'est un lieu-dit qui s'appelle Campo. C'est un village très intéressant qui concerne directement la Sainte Famille, puisque c'est là que la Sainte Famille, dont je vous ai parlé tout à l'heure, s'est installée en 1932, parce qu'à cet endroit-là, il y avait une communauté essénienne qui venait d'Israël, qui s'était installée là. Si vous le voyez bien, ça c'est le sigle qu'il y a sur l'hôtel de Bugarache, et ça c'est le sigle qu'il a aperçu. Alors lui, c'est le sigle Volkswagen à l'envers. C'est vrai que si vous le retournez, on a l'impression que c'est Volkswagen. Et le tracassin en question lui dit, mais vous rigolez, il ne s'agit pas du tout, vous plaisantez avec des choses qui c'est pas digne de vous, c'est des choses très importantes. En fait, ces deux lettres, ce sont des lettres immuables, c'est la lettre M et c'est la lettre A. Et Roscoe fait A, ça veut dire quoi tout ça? Mais il lui dit M, c'est pour le continent mu, et A, c'est pour l'Atlantide. Et il lui répond, mais les lettres M et A, c'est des lettres récentes. Il lui répond, non, ce sont des lettres immuables, et qui traverseront les siècles et l'éternité. Les deux lettres, ce sont des lettres immuables, c'est la lettre M et c'est la lettre A. Et Roscoe fait A, ça veut dire quoi tout ça? Mais il lui dit M, c'est pour le continent mu, et A, c'est pour l'Atlantide.
Et il lui répond, mais les lettres M et A, c'est des lettres très simples. Il lui répond, non, ce sont des lettres immuables et qui traverseront les siècles et l'éternité. Vous imaginez la tête de Roscoe. Et donc, j'ai découvert qu'au pied de l'hôtel de Bugarach, il y avait le sigle MA, et peut-être effectivement le sigle de Mu et de l'Atlantide. Mais les choses ne s'arrêtent pas, les coïncidences étant nombreuses, en faisant des recherches, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai beaucoup cherché, je suis tombé sur un site qui ressemble étrangement à celui-ci, qui est là aussi un M et un A, qui veut dire Maria Hospice, Hospice, A-U-S-P-I-C-E, qui veut dire sous la protection de Marie. Or, ce monogramme, c'est le monogramme des Saint-Sulpiciens. Saint-Sulpice, vous en avez entendu parler, c'est l'église Saint-Sulpice à Paris, qui était le siège aussi des Lazaristes. Et c'est donc devenu, petit à petit, le monogramme des Jésuites. Alors là, il y a peut-être un double jeu, pas des Jésuites, pardon, des Lazaristes à Saint-Sulpice. Saint Vincent de Paul avait créé les Lazaristes, et les Lazaristes, c'était le siège des Lazaristes, et leur monogramme était donc celui-ci. Alors, est-ce que c'est pas un clin d'œil des Lazaristes qui veulent montrer qu'ils sont passés à Bugarach et en même temps qu'ils se sont servis de ce sigle MA qui rappelle autre chose que les Lazaristes? C'est évidemment Louis XIV qui, quand il a pillé le trésor du pêche d'Ancouty, n'a pas trouvé l'Arche d'Alliance. Et il était persuadé qu'il fallait qu'il trouve ce tableau, ce qu'il a réussi à faire. Il a racheté le tableau aux héritiers de Nicolas Poussin, et il a gardé ce tableau dans sa chambre jusqu'à sa mort pour l'étudier en détail, pour savoir où pouvait être l'Arche d'Alliance. Parlons un petit peu, c'est bien la suivante, excusez-moi, un peu de la constitution du mont Bugarach. Le mont Bugarach est ce qu'on appelle une montagne inversée. En fait, elle est le résultat de deux plaques tectoniques qui se rentrent l'une dans l'autre et qui vont se soulever et se retourner comme une crêpe ou comme une omelette, ce qui fait que les couches qui étaient dessus vont passer dessous, et ça crée donc un chaos inextricable, qui explique aussi maintenant la structure de cette montagne, qui est pas creuse totalement, mais qui a beaucoup de creux, beaucoup de grottes, et beaucoup aussi de métaux particuliers. Jules Verne a passé plusieurs mois, semble-t-il, dans un hameau qui s'appelle Les Capitaines, qui est juste à côté, je vous le montrerai après, qui est juste à côté du hameau du Linas. Et on raconte que, donc, après son séjour, il a sorti plusieurs livres, dont Le Voyage au centre de la Terre. Alors, Le Voyage au centre de la Terre, en quelques mots, il raconte qu'un professeur, un scientifique qui s'appelle Lindebrock, avait découvert un parchemin codé, tiens, parchemin codé, ça veut dire des choses, qui sont rédigés en caractères runiques. Jules Verne n'est pas avare de ses allusions à la région. Il parle du capitaine Bugarach, qui commande un bateau sur lequel il fait un voyage. Enfin, son livre est émaillé d'allusions à Bugarach. Donc, on peut bien penser que Jules Verne avait eu accès à des secrets qui concernent le Bugarach et fait surtout allusion à l'Agartha. Vous savez, l'Agartha, c'est cette terre creuse, ce monde creux qui se trouve au centre de la Terre. Et dans son livre Voyage au centre de la Terre, il fait allusion à l'Agartha. On vous parle de souterrains, de failles, de grottes, et que vous êtes un peu aventureux, comme c'est mon cas, bah, vous pensez à faire la même chose et vous aussi vous enfoncez sous terre pour voir s'il n'y a pas des choses intéressantes. Alors, il faut savoir qu'il y a un certain nombre de failles dans le Bugarach et de souterrains. Alors, les souterrains, ils sont de deux sortes, en règle générale. C'est vrai pour partout. Vous avez des souterrains qui sont naturels, qui ont été creusés par l'eau, et puis vous avez des souterrains qui ont été taillés par des techniques qui nous dépassent un peu, qui ressemblent au laser. Qui est équipe. Alors, avec une formation catholique pratiquante, pour moi, Sainte-Anne était française, elle avait vécu en Bretagne. C'est tout à fait classique, mais j'étais assez bête pour penser ça. En fait, pas du tout. Et Sainte-Anne est quelqu'un dont je vais vous parler plus en détail tout à l'heure, et quelqu'un en parlera beaucoup mieux, enfin, a écrit beaucoup plus ça, mais je vais vous donner quand même la composition de la Sainte Famille. Sainte-Anne, en fait, est juive. Elle a une vie beaucoup plus longue que la moitié des humains parce qu'elle a suivi des traitements de rajeunissement pour prolonger sa vie. Et au risque de vous faire bondir, on dit qu'elle a vécu 600 ans.
Vous croyez ou vous ne croyez pas, je vous le livre tel que ça m'était livré. Hein? Oui, je sais que c'est possible. Moi j'y crois, bien sûr. La moitié des gens qui sont ici ne veulent pas y croire. Mais je comprends d'apprendre que Sainte-Anne, alors même moi, elle est bretonne, j'apprends qu'elle a 600 ans, qu'elle est israélienne. C'est elle qui a créé les Esséniens. Elle a été mariée 2 fois. Elle a eu un premier mari qui s'appelait Mathias. Avec ce mari, elle a eu un certain nombre d'enfants, dont le plus connu, vous le connaissez, Joseph d'Arimathie. Vous savez que Joseph d'Arimathie a eu des enfants. Il a eu plusieurs enfants. Parmi ses enfants, il a une fille qui est Marie de Béthanie, sa fille. Et il a Lazare, qui n'est pas son enfant, mais qu'il a adopté. C'est le fameux Lazare qui a été ressuscité par Jésus. Ça, c'est pour le premier mariage. Le deuxième mari de Sainte-Anne, c'était Joachim qui est là. Alors, vous avez remarqué au passage que Joseph d'Arimathie, il est ici, il porte quelque chose d'assez étrange. Je vous laisse imaginer ce que c'est. Alors, la profession de Joseph d'Arimathie, c'était d'être armateur. Il collabore avec les Romains et il fait le commerce d'État entre l'Italie, l'Angleterre, n'oubliez pas de détail, et la France. Et donc il connaît bien les Romains, il peut naviguer, il s'est passé, donc c'est pas un problème pour lui de voyager. Donc je reviens à Sainte-Anne, elle s'est mariée avec Joachim, et avec donc, son deuxième mari, et avec Joachim, elle a qui comme enfant? Marie. Et Marie a un enfant tout à fait exceptionnel, dont je ne vous parlerai pas de sa conception, parce qu'alors encore, on est parti 2 jours. Mais enfin, elle a officiellement un enfant qui s'appelle Jésus, mais à l'époque s'appelait Yeshua. Et donc, si vous calculez bien, Jésus est le cousin de Marie de Béthanie. Eh oui, c'est quand même une grosse découverte, ça. Donc, il la connaissait très bien, de fait. Donc, voilà, réunis grosso modo la Sainte Famille. Mais il y a 3 personnes qui vont très bien parler de cette Sainte Famille. Je les ai appelés les 3 témoins sérieux. Le premier, c'est Terkès. Vous connaissez tous son nom, c'est Terkès, un médium qui est mort peu de temps avant la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Il avait une capacité extraordinaire, c'est de s'endormir lui-même, sous hypnose. Il tombait en léthargie. Bon, il avait sa secrétaire qui lui posait des questions qui lui avaient été envoyées, et il y répondait. Et quand il se réveillait, il ne se souvenait absolument pas de ce qu'il avait répondu. Et alors on lui a posé la question, est-ce que l'Atlantide existe? Ah, évidemment, ça peut faire rigoler beaucoup de gens. Il dit bien sûr que l'Atlantide existait, il a expliqué où elle était, il a expliqué qu'on pouvait trouver des traces, et qu'on allait en trouver d'autres, et il a donné les années où on allait les trouver. Il a expliqué que l'Atlantide a subi 3 cataclysmes, un en moins 56 000 avant Jésus-Christ, un autre en moins 22 000, et un autre en moins 10 000. Le dernier a été fatal à l'Atlantide, qui s'est effondré. Et il explique que les rescapés s'échappent de l'Atlantide, et ils prennent la mer, bien sûr. Alors certains prennent le ciel par les moyens que vous pouvez imaginer, et ceux qui n'ont pas de place dans les ovnis, ils prennent le bateau, et ils arrivent où? À Saint-Jacques-de-Compostelle, tout à fait logiquement. D'où l'explication sur les origines, les véritables origines de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est pas la dépouille de Saint-Jacques qui est arrivée là-bas, c'est les Atlantes qui sont arrivés là. Et les Atlantes, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont traverser les Pyrénées, et ils vont passer par où? Ben, forcément par un Névar, un château. Et là, forcément, on doit retrouver les traces. Et puis, ils vont aller jusqu'en Égypte. Et en Égypte, vous imaginez où ils ont pu aller, sur le plateau de Gizeh et tout. Mais alors, Delquier, il va plus loin. Il explique que l'histoire de la Sainte Famille, c'est pas du tout un mythe, que Jésus est d'origine atlante, qui s'est incarné un certain nombre de fois. Alors là, ça fait bondir de plus en plus les gens. J'en vois certains qui sont de plus en plus haut. Heureusement, le plafond n'est pas trop haut, parce qu'ils vont tomber de haut. Et il explique que Jésus, on raconte qu'il est mort sur la croix, mais il n'est pas vraiment mort sur la croix. C'est Terkès qui dit, c'est même pas moi, hein. Je leur rapporte les paroles, vous les trouvez dans les livres. Il explique que Jésus a vécu, qu'il a sans doute eu des enfants, et il explique aussi qu'au bout d'un certain temps, il a décidé, comme certains, de gagner le Tibet. Il y en a d'autres qui ont suivi ce chemin, Robert. Et lui, il part dans le Tibet avec 2 femmes, Marie de Béthanie, Marie-Madeleine, qu'on appelle maintenant Marie-Madeleine, qui est loin d'être une débauchée, une prostituée, et il part avec Marie de Tiana, et puis d'autres femmes et tout, et il part dans le Tibet, et il va vivre sur Terre, je dis bien vivre sur Terre, 73 ans. Je ne vous donnerai pas les détails de sa vraie mort, mais plutôt de son départ. On peut imaginer qu'étant dans le Tibet,
il a pris un moyen de transport beaucoup plus pratique pour rejoindre d'autres planètes. Ça, c'est le premier témoin. Vous en pensez ce que vous en voulez. Enfin, Edgar Cayce aujourd'hui est comme un peu quelqu'un de sérieux. Le deuxième témoin, c'est quelqu'un que vous connaissez peut-être, Monique Mathieu. Alors, Monique Mathieu est médium. Elle n'a écrit aucun bouquin. D'ailleurs, Edgar Cayce n'a écrit lui-même aucun bouquin. C'est une femme qui a écrit beaucoup de livres, qui a recueilli tout, qui a écrit sur Edgar Cayce, mais Edgar Cayce n'a rien écrit du tout. Monique Mathieu n'a rien écrit non plus, elle était médium. Elle recevait des gens, beaucoup de patients. Elle a aidé quelqu'un dont je vais parler après. Elle a fait beaucoup de consultations, et elle est arrivée à un certain âge. Alors, cette femme est toujours vivante. Elle a 95 ans. J'ai appris que 10 ans après, elle a écrit un deuxième bouquin qui est La Voix des Madeleines. Et La Voix des Madeleines, c'est le relevé des communications qu'elle a eues par hypnose avec tous les membres de la Sainte Famille qui étaient soit du garage, soit en Angleterre. Alors pourquoi tout ça? Parce qu'en fait, elle retrace le voyage. Alors elle rentre en contact avec tout le monde, avec Marie de Béthanie, avec la Vierge, avec Joseph d'Arimathie, avec les enfants, les petits-enfants, les arrière-enfants. Et en fait, vous revoyez toute la famille en lisant ce livre, comme si vraiment vous viviez avec eux. Alors elle donne des détails, elle explique qu'ils sont allés sur les flancs sud du garage, parce que là, un de ses enfants, avec son premier mari, Mathias, a créé un monastère essénien en 50 avant Jésus-Christ, et que le seul endroit pour les se planquer et être à l'abri des Juifs et des Romains, c'est de venir là. Ils sont dans la montagne, planqués, tranquilles. Et donc, quand Jésus, soi-disant, meurt, mais on va reparler, en fait, il est mort, mais il est ressuscité, ça tout le monde le sait, mais il est ressuscité pour beaucoup plus longtemps que 40 jours. En fait, voilà ce qui s'est passé. Après la résurrection, enfin avant la résurrection déjà, il faut remonter au Jeudi Saint. Le Jeudi Saint, vous avez dû lire dans le Nouveau Testament que les 12 apôtres ont pris un repas. Alors déjà, première contestation, est-ce qu'ils sont 12, est-ce qu'ils sont 13? Est-ce que Saint Jean, qui est soi-disant à côté de Jésus, c'est vraiment Saint Jean parce qu'il a des traits vraiment efféminés? Est-ce que c'est pas plutôt Marie-Madeleine? Si vous, à tout ça, je fais allusion aussi à la peinture de Léonard de Vinci, qui a fait une trace étonnante, qui est bien connue. Et tout ça, Léonard de Vinci le reproduit aussi. Et Léonard de Vinci ajoute un détail, ou du moins il supprime un détail un peu à la façon de Boulet. Vous n'avez pas le fameux calice qui aurait permis, soi-disant, à Jésus de dire prenez ceci et mon sang, apprenez à manger, c'est mon corps. Tout ça, beaucoup de médiums de haut niveau disent que c'est une invention, que ça n'a pas été du tout le cas. Évidemment, ça choque, ça peut choquer les chrétiens convaincus. Et le Jeudi Saint, après ce repas, il est parti dans le jardin des Oliviers avec Marie-Madeleine. Et il faut dire les choses crûment, peut-être avec des façons moins animales que n'importe quel être humain. Il a fait l'amour et il a conçu le premier enfant qu'il a eu avec Marie-Madeleine. Et donc, quand il est crucifié, oui, pardon, je vous dis, c'est foutu le micro, c'est vrai que c'est emmerdant le micro. Les gens qui me disent avec beaucoup d'essence, les politiques, surtout, moi j'ai pas beaucoup l'habitude. Je suis plus habitué au micro autour du cou et qui suit automatiquement. Moi, je vous dis, j'aime pas les glaçons. Non, moi. Rappelez-moi quand j'oublie. Et ce qu'on sait, c'est donc, après la crucifixion, il s'est passé des choses très compliquées que vous retrouverez encore dans mon livre, mais ça dépasse l'imagination. On sait que les Romains ont entendu dire que Jésus n'est peut-être pas mort. Ils n'avaient pas totalement tort, parce qu'il est ressuscité. Officiellement, il est ressuscité. Et là, il recommence la chasse. Et donc, Marie-Madeleine se dit, il faut absolument que je quitte la région pour accoucher. Et tout le monde lui conseille d'aller en Égypte, et elle va accoucher en Égypte, tranquillement et tout. Et là-bas, Jésus va la retrouver. Et il décide après de revenir en Israël. Et là, les persécutions commencent, et là, il décide, avec l'aide de Joseph d'Arimathie, de prendre le bateau et d'aller en France retrouver la communauté essénienne. Sauf qu'au moment d'embarquer, il y a un comte centurion qui fait du zèle, qui arrache les voiles, le gouvernail et tout, qui pousse le bateau qui était quand même assez grand avec l'aide de certaines personnes, et il part avec le courant. Ils partent à la dérive, et là ils ont un voyage très chaotique, très compliqué, ils ne sont pas sûrs d'arriver vivants, et ils arrivent en dérivant. Mais ils sont arrivés non pas au Sainte Marie de la Mer, mais au Sainte Marie de la Mer, le chemin qu'avaient utilisé les Templiers.
Et là, ils ont qu'à suivre directement, et ils arrivent au même endroit, ils arrivent au pied du garage. Alors pourquoi c'est compliqué et aller plus loin? Alors je vous livre ça, il y a beaucoup de gens qui disent c'est complètement du délire. Pour moi, c'est une évidence, mais ça n'engage que moi de dire ça. Voilà donc où la Sainte Famille a vécu. Et donc maintenant, on va passer à la troisième partie du livre, c'est le voyage que j'ai intitulé Le voyage au centre de la Terre. Alors, voyage au centre de la Terre, ça vous rappelle évidemment le roman de Jules Verne. Je ne sais pas si vous avez lu ce bouquin, sûrement que vous étiez enfant, il a écrit plein d'aventures dont on s'est dit qu'elles étaient quand même bizarres. J'ai même lu des gens qui m'ont dit oh, Jules Verne était un initié, il a été au courant, on ne sait pas par quel miracle, de un certain nombre de choses. Et notre ami Jules Verne a vécu pendant 1 an ici, à l'endroit où il m'a sauvé, il s'appelle les Capitaines. C'est un petit hameau, et quand il ouvre les fenêtres du logis où il est resté pendant 1 an, qu'est-ce qu'il y a en face de lui? Le garage. Et de quoi il parle dans ses bouquins? Du capitaine du garage, et de plein d'allusions à la région. Tous ces romans sont truffés d'allusions à la région. C'est quand même très heureux, mais tout ça c'est des coïncidences, madame. Il faut croire au hasard. Il est merveilleux, le hasard. C'est incroyable. Et donc, relisez les bouquins de Jules Verne. Alors, parmi les bouquins de Jules Verne, voilà sa couverture. Ça vaut de l'or, c'est la collection exacte, très recherchée par tous les bouquinistes et les collectionneurs de livres. C'est la première édition qui a été faite. Et il y a récemment des gens qui ont écrit sur du garage et qui ont produit des documents de la couverture du livre. Cette couverture est très amusante si vous regardez dans le détail. Elle vous indique qu'au bas de cette montagne, alors on appelle la montagne inversée parce qu'en fait on sait que géologiquement il y a eu un basculement des plaques tectoniques qui étaient au fond passées au-dessus. Donc il y a un chamboulement de tout. Des champs magnétiques, et ainsi de suite. Et si vous regardez ce dessin qui a été fait, en bas il y a un lac, je confirme qu'il y a effectivement en bas un lac. Après, il vous explique qu'il y a une grotte avec un trésor, c'est très clair, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, on voit des gens, et un templier tout précisément qui est là. On vous explique ici qu'il y a une grotte avec un ovni, il vous explique ici qu'il y a des spéléos qui sont rentrés. Et visiblement, vu la hauteur, on peut penser que c'est par la grotte de la cathédrale qu'ils sont passés. Et il vous explique aussi qu'il y a visiblement une entrée ici, et ça m'a paru étonnant. J'ai fait des recherches, et quand on va sur la carte plus détaillée de Bugarach, en haut, il y a une entrée d'une grotte que personne ne connaît, et elle est sur la carte IGN. J'ai demandé à des gens qui sont connaisseurs du coin, et les gens me disent ah ben non, c'est pas celle-là, vous confondez. Je viendrai sur la carte IGN, au milieu de Bugarach, vous avez une grotte qui est indiquée. Personne ne sait où elle va. À mon avis, elle figure là. Alors, ce brave Jules Verne a écrit un autre bouquin que vous avez sans doute lu, qui est le troisième, qui est 20 milieux sous les mers. Alors, on vous a présenté ce livre comme chercher les fonds sous-marins, un monstre exceptionnel. En fait, la vérité de ce livre, c'est qu'il veut nous parler de l'Atlantique, qui est un continent qui s'est renfoncé. Et là, tout ça, on découvre petit à petit. C'est incroyable. Voilà. Donc, voilà le début de la troisième partie. Alors maintenant, on va parler vraiment du garage. Alors il y a 3 mousquetaires, j'ai appelé les 3 mousquetaires de la salle, qui se sont intéressés à du garage. Le premier, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, moi j'ai raté mon coup, parce que j'avais 50 000 chances de le rencontrer, mais je ne sais pas, j'ai été idiot, un peu imbécile même. Je l'ai rencontré alors que j'aurais pu. C'est Jean Brémy. C'est un mec extraordinaire, qui n'est que chercheur. Il n'a pas écrit de bouquin. Il est né, comme vous le voyez là, en 1926. Il est mort en 2001, donc relativement récemment. Il a été propriétaire du fameux domaine de la Salle, dont on va parler un peu plus long, suite à des coïncidences encore incroyables. Le troisième mousquetaire, alors je ne parlerai pas du capitaine des mousquetaires, D'Artagnan. Il n'y a pas de il y en a que 3. Le deuxième, c'est bizarrement de nouveau Monique Mathieu. Monique Mathieu, je vous le répète, elle est médium, donc j'ai appris aujourd'hui qu'elle est. Ah oui. Ça s'appelle l'âme. D'accord, je ne savais pas. Donc Monique Mathieu a reçu beaucoup de consultants, elle s'est intéressée à la vie de Jésus, elle s'est intéressée à tous les phénomènes médiumniques.
parler de ce brave Jean de Régny, elle lui propose son aide, et ils se rencontrent. Et elle va l'aider pour découvrir un certain nombre de choses dont on va parler après. Et le troisième mousquetaire, je pense que Robert doit connaître au moins le nom, vous le savez, Jimmy Glieux. Alors Jimmy Glieux, c'est un gars qui a été pris pour un peu fantasque, parce qu'il a beaucoup écrit ce qu'on appelait à l'époque des bouquins de science-fiction. Alors il a pris ce titre-là, ça le protégeait, parce que finalement, parler dans les années 70-80 des extraterrestres, là vous aviez directement au HP le plus proche de l'URH, le véritable inventeur, c'est Jean de Régny. Alors Jean de Régny, vous l'avez vu, il est décédé en 2001. Alors c'est pas n'importe qui, hein. C'est le parent de Gérard Dancos, dit Papus. Les gens qui sont intéressés à l'ésotérisme connaissent le nom de Papus. Hein. Et ce Papus était le disciple de quelqu'un mondialement connu, et je pèse mes mots, c'est Philippe de Lyon. Tout à l'heure, quelqu'un m'a parlé de Lyon, je connaissais cette dame. Elle a sûrement entendu parler de Philippe de Lyon. Alors c'est un surnom qu'on lui a donné, c'était un thaumaturge, je m'appelle un thaumaturge, qui était médium et tout, qui a soigné tous les gens de la région. Il a même soigné le tsar de Russie, donc c'est pour ça que j'ai utilisé le mot mondialement connu. Il était exceptionnel, il a fait quasiment des miracles, enfin ce qui paraît aujourd'hui, pour des miracles. Et ce fameux Philippe de Lyon envoie un message par télépathie, j'appelle ça un message mental, à Jean de Régny, et il lui explique qu'il faut qu'il trouve un endroit où il y a une source salée, il y a les ruines d'un château, et il y a les ruines d'une abbaye. Avec ces trois éléments, Jean de Régny plante l'affaire qu'il avait au Maroc, et il part dans le milieu de la France. Mais il va du côté de la Provence, il trouve des choses intéressantes, mais pas les trois choses à la fois. Et finalement, il est découragé depuis quelques années, il laisse tomber son histoire, il retourne à ses affaires, et il découvre en 1975, donc 8 ans après, le bouquin, Le Trésor de Rennes. Donc j'avais quand même 8 ans d'avance sur lui. Il découvre ce bouquin, séance tenante, il laisse tout tomber, il débarque à Rennes le château, et il arrive au domaine de la Salse, il trouve les restes d'une abbaye, il trouve les restes d'un bâtiment, il trouve la fontaine salée, et il dit c'est là que je dois aller, et il dit au gars, je vous achète le terrain. Il devient propriétaire du domaine de la Salse, et là, il part dans des recherches pas possibles, et il découvre l'existence de 3 bases extraterrestres. Alors, je vais tout de suite en parler, souvent les gens me disent on parle d'extraterrestres, d'intraterrestres. C'est vrai que quand les extraterrestres sont dans l'espace, ce sont des extraterrestres, et quand ils commencent à se cacher ou rentrer dans le centre des planètes, ça devient des intraterrestres. Mais c'est les mêmes personnes, globalement. Je schématise un peu le physique et la compréhension. Il va donc s'adjoindre la collaboration de la célèbre médium Monique Mathieu, qui habite toujours en Dordogne, qui l'aide à rencontrer le responsable d'une des bases, qui est donc un extraterrestre, qui s'appelle Lilor. Il discute avec eux, et le responsable lui dit oui, il y a plusieurs bases qui sont là, il donne des détails, il explique qu'elle s'appelle Botanica, alors c'est phonétique, mais il dit surtout ce que Robert m'a dit, si vous n'êtes pas autorisé à y aller, n'y allez pas. De toute façon, vous allez vite comprendre si vous pouvez y aller ou pas. Le chemin s'ouvrira naturellement ou il se refermera. En fait, c'est un motif ouvert pour lui, parce qu'il a découvert des souterrains. Alors là, c'est incroyable, il y a plein de gens qui disent non, il faut arrêter de raconter des conneries. Il trouvait des souterrains un jour, il revenait le lendemain, ils n'y étaient plus. Alors Robert, lui, il croira cette histoire, c'est pas dans la même dimension, c'est d'autres vibrations, il y a des jours où c'est accessible, des jours où ça n'est pas. Et donc, le fameux Jean de Régny trouve surtout le fameux four verrier dont je vous ai parlé tout à l'heure. Four verrier complètement pipeau, c'est Louis XIV qui l'a construit. D'ailleurs, Louis XIV, pour pas qu'on y aille, avait condamné à mort systématiquement tous les gens qui traînaient dans le coin. Il y a un édit qui a été trouvé, si vous traînez dans le coin, vous êtes condamné à mort sur place. Et lui, pendant le panneau, il disait pas du tout un four verrier. Il rentre dans le tunnel, et là, il commence à avoir quand même quelques frayeurs. Et puis, il comprend qu'il ne faut pas qu'il aille plus loin. Il tient compte. Et par contre, quand il s'enfonce dans ce trou-là et dans l'eau, il entend un bruit pas possible, comme le bruit de rotative. Et alors, c'est très étonnant, parce que si vous allez maintenant sur Google, que vous tapez Jean de Régny,
vous allez trouver un enregistrement qui a été fait par Gérard de Sède, par Jimmy Culieu, pardon, et par Jean de Rigny. Ils parlent tous les deux des lettres et ils parlent des enregistrements et on entend le bruit. Vous allez tous en direct. Ah oui, donc il faut chercher un peu, mais vous le trouvez. Si vous cherchez, vous le trouverez, c'est très clair. Il est en clair, il n'est pas codé, on peut le trouver. Donc c'est quand même très intéressant de trouver ce document. Et Jean de Rigny ne s'arrête pas là. Il a besoin de preuves, il est comme tout le Saint Thomas et ses descendants. Il a besoin de mettre ses doigts dans la plaie pour savoir qu'il vraiment a été crucifié. Et en fait, il fait par relation venir des gens, des Américains qui sont équipés du dernier matériel, qui sont des, je sens depuis les choses, qui sont des radars qui permettent de percer les secrets qu'il y a sous terre. Et là, il arrive à faire le dessin de 3 coupoles en béton. Il donne la taille, la hauteur, l'emplacement et tout, qui sont 3 bases extraterrestres. Alors, elles ne sont pas les unes à côté des autres, les unes sur les autres, mais elles sont dans cette région très précisément. Il va découvrir les 3 bases extraterrestres, mais effectivement, elles ne sont pas dans les mêmes dimensions. Alors, pour faire court, nous on est à la 3e dimension, mais un certain nombre de dimensions beaucoup plus subtiles et de plus en plus subtiles au-dessus de nous. Ils vont de la 4e, de la prochaine, jusqu'à la 12e et peut-être au-dessus. Et donc, il apprend que la première est dans la 4e dimension, qui est habitée par des animalcules qui viennent d'Orion. L'autre, la 2e, est dans la 5e vibration, elle est habitée par des Vénusiens, qui peut expliquer les rencontres que je peux faire dans le coin. Et la 3e est habitée par les Grecs. Alors, Kéroscope, en 2 mots, c'est une nana qui n'a rien demandé à personne, tout à fait simple. Elle habite à Nîmes, elle est divorcée, elle a une petite fille, elle a ce qu'on appelle un mazet dans l'arrière-pays de Nîmes, et elle décide un soir, avec l'accord de son père, chez qui elle est en vacances, de partir avec les chiens dans ce mazet pour aller chercher de la laine d'une couverture pour faire un édredon pour sa fille. En pleine nuit, elle est réveillée par des chiens qui aboient. Elle ouvre la porte aux chiens, les chiens partent à fond de garde, elle se dit tiens, ils ont senti des lapins. Ouais, sauf qu'elle continue à briller longtemps, alors elle se pose des questions, elle rappelle les chiens reviennent, mais visiblement il y a quelque chose qui ne va pas, et elle sort un peu, et là elle aperçoit un gars qui lui dit surtout n'ayez pas peur, un gars normal, blanc, français comme nous, qui lui dit n'ayez pas peur, je suis avec des extraterrestres. On vous veut pas de mal, ils veulent simplement des renseignements. Et elle se retourne, elle aperçoit qu'il y a 4 ou 3 grands gaillards à côté, dont elle a tout de suite peur, ils sont tous de noir habillés, qui approchent d'elle, et elle dit au premier gars, mais je comprends pas, ils sont beaucoup plus grands que vous, et ils parlent pas français, vous parlez français, vous n'êtes pas de la même race. Ah non, moi c'est ça, j'avais aucune attache familiale dans le coin, ça peut rappeler des choses à Robert. Si tu connais l'histoire de Roscoe. Et donc, le gars lui explique que j'avais aucune attache familiale, et un jour, j'ai rencontré des extraterrestres au coin du bois, sans doute, et ils m'ont proposé de venir avec eux et de leur servir de traducteur, et de nous faciliter notre atterrissage et de nous trouver ce qu'on cherche. Donc nous, je connais très bien les extraterrestres qui sont avec moi, ils ne vous font aucun mal, ils vont simplement vous demander un certain nombre de choses, si vous pouvez. On vous les donnera, on vous les restituera même si vous voulez bien. Et elle est complètement pétrifiée de peur et on peut comprendre. Et les extraterrestres demandent des trucs complètement anormaux, mais ils veulent avoir des mouvements, des livres pour voir la mode et tout. Elle leur donne tout ce qu'ils voulaient. Mais avant de partir, ils font ce qu'on appelle aujourd'hui des miracles. Ils déplacent des pierres, ils déplacent plein de choses, elle ne comprend rien du tout, c'est de la folie. Et les gars lui disent mais vous pourriez venir vous aussi, parce que vous êtes quand même intéressant. Physiologiquement, elle dit mais vous êtes complètement fou. J'ai mon père qui m'attend, j'ai une fille, ils insistent un peu, ils disent non, je viens maintenant. Mort de peur. Et les gars lui disent vous en faites pas, on ne vous en dira pas plus, mais on se reverra peut-être. Mais ça va discrètement. Et ils s'en vont. Elle part en courant, se coucher, l'édredon par-dessus, les chiens se calment, le lendemain elle croit avoir rêvé, elle raconte à son père l'histoire, et son père lui dit écoute, ça ne m'étonne pas, parce que les phénomènes de ce style-là, il y en a plein dans le coin comme ça, et donc il la rassure, et c'est assez extraordinaire. Alors cette biographie, j'ai essayé de savoir où il habitait,
parce qu'il y a d'autres informations intéressantes, mais impossible de savoir. Moi, je n'ai pas retrouvé sa trace. J'ai retrouvé celle de Robert, ce qui était déjà envoyé, mais pas celle de Roscoe. Sauf que la fameuse Roscoe, on ne l'a pas laissée tranquille, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais tout d'un coup, elle se met à faire des rêves prémonitoires. Elle annonce des catastrophes qui se produisent peu de temps après. Alors, il y a un truc qui est extraordinaire, c'est que cette brave femme trouve un deuxième homme avec lequel elle va partager sa vie. C'est un aviateur. Cet aviateur travaille à la base d'Orange, donc pas très loin, vous en doutez. Et au début, elle ne raconte rien du tout. C'est quand même un ingénieur de haut niveau, il est pilote. Il va me prendre pour une folle, je suis simple, je ne vais pas perdre un mec qui me casse quand même dans ma vie. Il faut lui faire peur, je vais le garder. Elle ne raconte pas tout de suite la vérité. Mais de temps en temps, elle utilise des détails et le gars n'en revient pas. Et il y a un moment quand même, elle lui raconte la vérité. Et puis elle lui dit, j'ai quand même un problème. Tous les matins, tu te lèves pour partir à la caserne ou à la base d'Orange, où il y a des mirages. Tu te lèves tous les matins à 5 h, tu t'en vas à 6 h. Moi, à 6 h, je vais me recoucher. Et à ce moment-là, je fais des rêves qui ne sont pas des rêves. Je quitte visiblement mon corps. Et il y a un abruti, régulièrement, qui est là appelé le tracassin, il me donnait le nom de tracassin, qui vient m'emmerder, il n'y a pas d'autre mot, tous les jours. Alors, je ne sais pas si c'est dans mon sommeil, mais j'ai vraiment l'impression de quitter mon corps. Alors, ceux qui connaissent un peu ce procédé, ils comprennent. Et elle dit, le tracassin me dit, laissez-vous faire, je vais vous emmener dans un endroit pas possible, et il emmène dans des endroits incroyables, sur le plateau de Khéops, dans des temples incas, et il nous montre des choses dont on n'a jamais entendu parler. Alors, moi, j'ai retenu simplement deux choses. Alors, c'est presque tous les soirs qu'elle a droit à ça, elle dit ça avec une hantise, parce qu'ils essayent de lui apprendre des choses, elle n'en a rien à foutre, et il lui explique, vous parlez des choses que je ne comprends pas, moi je suis une petite française moyenne, je me fous de vos histoires. Il y a un jour, il la balade dans la salle des mémoires, et il quitte cette salle. Alors, sur la salle, il y a deux initiales, M et U. Et elle dit au gars, mais c'est quoi ces deux lettres? Elle dit, on dirait que c'est que Volkswagen à l'envers. C'est vrai que si vous mettez le M et le, c'est Volkswagen. L'autre lui dit, mais vous rigolez, c'est les initiales de deux continents disparus, l'Atlantide et le continent nu. Le continent nu, on n'a jamais entendu parler. Donc, si vous n'avez pas entendu parler, juste deux mots, il y a eu des conflits atomiques et interstellaires entre le continent nu et le continent de l'Atlantide, et les Atlantes ont réussi à détruire le continent nu, qui s'est effondré au fond du Pacifique. Tous les rescapés ne sont pas allés à Saint-Jacques-de-Compostelle, mais ils sont allés dans tous les pays qu'il y a autour, et ont construit les temples et les pierres qu'on connaît. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est assez extraordinaire. Alors on dit, lui aussi, c'est pas de signe Volkswagen, l'autre dit, oh, franchement vous êtes trop crasse, on va plus loin, puis il arrive dans une salle, il dit, ah, je vais vous montrer l'Arche d'Alliance. Elle rigole, elle dit l'Arche d'Alliance, mais elle est à Jérusalem. L'autre la regarde en disant, elle n'est pas du tout à Jérusalem, elle est dans la salle, est-ce que vous voulez la voir? Non, vous me racontez des conneries, je n'ai pas du tout envie de voir l'Arche d'Alliance, et vous me racontez des histoires. C'est exactement la réaction de plein de gens qui sont ici dans cette salle, mais je raconte des histoires. Et puis, il va un peu plus loin. Et puis ils arrivent dans une salle où il y a une arbalète, et elle dit, mais c'est quoi cette arbalète? Mais il dit, c'est un système de sécurité qui a été mis, et si quelqu'un veut violer cette salle, l'arbalète se déclenche, et la personne qui est au-dessus prend la flèche en plein cœur, et il lui dit, mais si vous voulez, on peut sortir, et vous allez le voir. Alors elle sort, et alors là, elle est vraiment étonnée. Elle retrouve les senteurs de la garette de nuit, elle reconnaît les plantations, mais il dit, mais je suis dans le sud de la France, là. Alors l'autre rigole, puis il dit rien du tout. Et dans le sud de la France, ça vous donne aussi une petite piste, hein, parce que s'il va proposer de voir l'Arche d'Alliance et qu'il est dans le sud de la France, il y a des connexions qu'on peut faire intellectuellement. Et elle retrouve des arbres, elle dit, mais là c'était l'arbre, c'est un chêne, machin et tout. Et si vous allez du côté de Rennes, dans la Reine de Château, vous retrouvez les arbres qu'elle a vus. Incroyable. Et elle sort, et elle tombe sur une tombe où il y a marqué très exactement, je vous lis le texte, ici repose Rose, ainsi que son corbeau préféré, étranger. Tu peux réveiller Rose et son corbeau dans la nuit. Et c'est tout, on ne comprend évidemment pas ce que c'est. Elle se demande si Rose c'est elle et tout, et elle ne comprend pas. Mais si vous avez compris, vous êtes très fort.
La seule chose qu'on peut déduire, c'est que si on parle peut-être la langue des oiseaux, qui a été beaucoup utilisée par Boudet dans son livre, on peut peut-être déchiffrer cette énigme. Et en fait, coïncidence de la vie, la fameuse Roscoe, un jour, grâce à Jimmy Dulieu, rencontre Jean Durigny, et elle a l'information qu'il faut qu'elle lise cette épitaphe que je viens de vous lire à Jean Durigny, et que lui est capable de la déchiffrer s'il comprend le sens. Jean Durigny a un choix à faire, il fait le bon choix, et lui dit, c'est vous que je cherchais, que j'avais comme mission de trouver. Et il lui dit, mais j'ai quoi comme mission? Elle lui explique, c'est très clair. On a eu un décès dans notre fédération terrestre. Moi, j'ai jamais entendu parler de la fédération terrestre, c'est dans des collègues pour moi. Et il lui dit, on est 12 dans cette fédération, et vous allez être le 12e. Et cette fédération terrestre, elle est en contact avec la fédération galactique. Vous voyez, une autre porte. Alors, Dulieu qui a sorti un bouquin qui est aussi difficile à trouver que celui qui concerne Robert. Et si vous le cherchez bien chez les bouquinistes, vous pouvez le trouver, mais c'est très difficile et vous retrouvez en détail. Et c'est incroyable tout ce que je viens de vous dire là. Alors pour revenir à. Je fais un petit trait d'humour. Quand on va au Bouillarache, beaucoup de gens espèrent voir des scouts volants. Il y a eu des photos qui ont été faites, je vais vous en montrer, j'en ai prises moi-même, donc on peut penser que c'est des photos trafiquées, que c'est une génération de plein de gens, je vous laisse penser ce que vous voulez. Voilà au moins 2 photos, parmi celle-là il n'y a pas la mienne, là on voit le Bouillarache avec un engin de forme de colis, il y a un point d'interrogation, vous avez une autre photo qui parle un peu plus, alors évidemment les sceptiques vont vous dire que c'est des montages, voilà une autre photo prise un peu plus près, d'un véhicule qui est en approche. Alors quand j'explique que les crédules m'expliquent que ça ne tient pas la route, que cette soucoupe elle va s'écraser contre la montagne. Alors j'explique qu'il y a quelqu'un qui pourrait vous en parler, c'est Robert, il a vécu l'expérience, il est monté dans une soucoupe volante, il est arrivé devant la montagne, et la montagne s'est ouverte. Alors là les gens me disent, Philippe, arrête de fumer, t'as trop bu de rosé hier soir. Non mais c'est comme ça, les gens deviennent même agressifs. Il y a plusieurs manières pour traverser, c'est-à-dire qu'avec l'appareil, on peut soit ouvrir carrément l'espace, donc passer dans le vide, soit il peut carrément traverser la montagne. Il y a eu à l'époque, comment dirais-je, au château, à la base d'Albion, les militaires avec les hélicoptères ou les avions de chasse qui poursuivaient à l'époque dans les années 80, 84, qui poursuivaient donc les soucoupes qui étaient au-dessus des silos, les vaisseaux rentraient carrément dans la montagne. Ils passaient à travers dans la montagne. Ils rentraient dedans, donc évidemment l'avion il faisait demi-tour. Il ne pas rentrer aussi. Parce que là, c'était pas le même soucoupe. Voilà, merci. Donc effectivement, vous imaginez que pour moi, rencontrer Robert qui confirme ces histoires-là, c'est du pain béni. Merci Robert, merci Jésus, merci tout le monde. C'est incroyable. Franchement, bon. Alors maintenant, ceux qui ne veulent pas y croire, on ne peut pas les forcer. Je ne les vaccinerai pas pour un vaccin pour les extraterrestres. Il n'existe pas encore, quoi qu'il y ait encore besoin de tout actuellement. Donc je les laisse mûrir. Il y a quelqu'un qui m'a dit il n'y a pas longtemps, écoute, considère que ce que tu as fait, c'est des graines, tu sèmes les graines, un jour il y aura un peu d'eau, si se met à pleuvoir, ça germera. Toi, tu auras fait ton boulot, point à la vie, et c'est comme ça, et pour autant. En 2001, Jean Durigny meurt. On peut penser que les histoires concernant les extraterrestres sont finies. Robert n'est pas encore trop connu, mais les choses encore arrivent avec beaucoup de chance, parce qu'en 2002, il se passe quelque chose de fort intéressant, qui vient conforter un peu tout ce que je vous ai dit. Donc pour moi, c'était un témoignage en plus. C'est que donc quelqu'un découvre le Bucéguy. Et ils apprennent qu'il y a une base extraterrestre au Bucéguy. Et ils ont en plus, ces fameux francs-maçons, ont des entrées avec les renseignements généraux romains, et avec un certain César, qui est un gars hyper doué, qui a des dons qui dépassent l'imagination, et qui peut faire sauter les barrières, qui peut changer
de dimension, de vibration. Et donc, ils vont commencer à rentrer dans le bus aigu. Et le fait de commencer à rentrer déclenche des alarmes, et ces alarmes se propagent à travers quasiment la Terre entière, et il y a une réaction à Babylone, dans les ruines que les Américains sont en train de bombarder, et ils s'aperçoivent qu'il y a une connexion. Parce que les Américains connaissaient Busegui, parce qu'avec leur satellite de reconnaissance, ils sont passés au-dessus. Ils ont vu une montagne pareil bizarre, qui est visiblement creuse et qui n'a pas d'accès. Et là, ils font la connexion tout de suite. Donc, Science Tenante, il quitte Bagdad, et il débarque en Roumanie, et il tombe sur les pauvres francs-maçons, et puis un certain Massini. Et là, ils disent, vous arrêtez toutes vos conneries, c'est terminé. Ils menacent les Roumains, ils disent, alors les Roumains s'apprêtaient à révéler leur découverte, puisqu'ils avaient avancé, ils étaient rentrés dans le souterrain et tout. Et il dit là, vous fermez vos clapets, vous parlez de rien. Le Vatican intervient, parce que le Vatican était très bien introduit en Roumanie. Les dirigeants de Roumanie, que vous connaissez, qui ont été un peu plus tard pendus, on leur dit de se calmer, et les Américains disent c'est très simple. Si vous ne fermez pas tout ça et vous ne la fermez pas, vous êtes en banqueroute, le pays, demain c'est fini, vous n'existez plus. Alors évidemment ils se taisent, le Vatican intervient en disant mais calmez-vous, et puis une fois que les choses se calmeront, on vous autorisera à révéler certains secrets, et en plus on vous donnera des secrets sur la Roumanie qui a dans son histoire des choses très intéressantes et tout. Donc ils se calment, ils ne révèlent rien du tout. Les Américains investissent comme si c'était chez eux, ils ramènent des engins, ils creusent des tunnels, ils rentrent dedans comme dans un moulin, évidemment ce qui devait arriver, ça ne choquera pas Robert, ils forcent des barrages énergétiques, ils sont cramés comme des sardines, pour reprendre l'image de Robert tout à l'heure, sauf que quand même, il y a le fameux César dont je parle là, qui a des dons et qui accepte de collaborer avec eux, et ils peuvent rentrer, et alors là, ils rentrent dans quelque chose qu'on n'imagine pas. Alors déjà, le Busegui, il faut savoir le situer. Voilà une carte. Vous avez ici Bucarest, en Roumanie. À quelques kilomètres au nord-ouest, vous avez le mont Busegui. Vous avez à côté la Moldavie, vous avez ici la Crimée, et vous avez l'Ukraine. Alors, je ne sais pas, vous avez dû entendre parler de l'Ukraine. Et puis vous avez l'URSS ici. Donc c'est quand même dans un endroit très sensible actuellement. Et il est toujours très sensible. Et quand on s'approche en live, le haut de la montagne, c'est celui-ci. On aperçoit c'est pas les constructions, c'est le fruit du hasard et de l'érosion. Il y a deux espèces de tours comme des champignons qu'on a appelées Babel. Alors, je ne sais pas si c'est une allusion à la tour de Babel, mais je pense que c'est. Et ici, ça ressemble au Sphinx, il l'appelle le Sphinx. Donc je pense que tout ça, c'est pas gratuit. J'en sais pas, c'est des supputations gratuites. Et si maintenant vous voyez en coupe, voilà ce qu'on voit. Vous avez donc le Sphinx ici, vous avez les deux rochers Babel, et dans l'axe, vous avez l'axe de cette coupole, qui vous rappelle peut-être aussi, alors vous n'avez pas la description, mais ça rappelle étrangement les deux bases extraterrestres de Bugarach. C'est pas les mêmes, mais c'est le même principe. Et vous avez là le tunnel d'accès, qui a permis de rentrer dans cette salle où au départ il n'y avait pas d'accès. Mais quand on rentre dans cette salle, eh bien on rentre dans une salle, alors voilà la limite dans la roche, là encore taillée au millimètre près. Vous avez à l'intérieur un bouclier énergétique qui protège de toute intrusion non autorisée. Et vous avez dans le fond de cette coupole, qui au départ n'avait une utilisation différente de celle qu'elle a maintenant, vous avez 3 souterrains. Il y en a un qui va directement en Égypte, il y en a un autre qui va à l'intérieur de la Terre, dans le monde de l'Agartha, ce fameux mythe qui nous poursuit, le centre de la Terre, qui d'après certains est habité. Et puis vous avez un autre tunnel qui va bizarrement dans le Tibet. C'est bizarre, hein, Robert? Dans le Tibet. Et quand vous rentrez dans cette salle, vous avez ici des tables, il y a donc 5 tables de chaque côté, qui ont une hauteur de 2,50 m ou un peu moins, mais elles sont faites pour des gens qui ont forcément une taille de 2,50 m ou 3 m pour utiliser la table. Et les Américains et les Roumains qui ont pu rentrer, ils ont été obligés de prendre des escabeaux pour voir ce qu'il y avait sur la table.
Et sur la table, ils voient un certain nombre de symboles qui fonctionnent d'une façon ou télépathique ou tactile. Et en jouant sur ces touches, il y a des projections qui se font sur cet écran-là, des projections holographiques, donc en 3D. Et là, ils ont accès à toutes les civilisations qui se sont succédées sur la Terre, mais ailleurs, à des morceaux de l'histoire complète. Je ne veux pas ces détails, c'est fabuleux. Et vous avez peut-être entendu parler du paradoxe d'Enrico Fermi. Vous connaissez? Alors ce gars, c'est un savant qui était prix Nobel de physique en 1938, donc c'est un scientifique de haut niveau. Il a participé à beaucoup de recherches avec Einstein et Werner von Braun, donc c'est quelqu'un de très haut niveau. Et il fait un calcul scientifique pour expliquer que, visiblement, il y a beaucoup de planètes dans la galaxie, mais dans l'univers. Et il dit un peu ironiquement, s'il y a autant d'habitants dans autant de planètes, où sont donc passés les extraterrestres? Avec 2 moines de Venise et une équipe de scientifiques choisis par le pape Pie XII, il aurait mis au point en 1956 un invention qui s'appelle le chronoviseur, qui est un appareil qui permet de voir le passé et le futur. Et attends, est-ce qu'on ne pourrait pas remonter encore plus haut? Et tu veux dire quoi? Il dit, écoute, tu sais que Jésus a été crucifié, on pourrait peut-être aller voir ce qui s'est passé. Et ils vont là, et ils assistent à la crucifixion de Jésus en direct. Incroyable. Or, dans le monde Bucélie, quand ils sont rentrés dedans, ils ont joué avec les tables, les fameuses tables, vous savez. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? La crucifixion de Jésus. Tout ça pour vous dire quand même que le Vatican, ça choque peut-être des gens, mais ils sont au courant de tout. Et ça va beaucoup plus loin, on va en parler encore. Il y a un spécialiste des extraterrestres, c'est Jean 23. Il fait même des prophéties. Il a rencontré des extraterrestres, il a rencontré la Russie. Et le Vatican, il va même financer un télescope aux États-Unis pour suivre l'évolution des planètes. Attendez, il pensait que Jésus était sur une planète, il allait voir. C'est incroyable. Donc, vous vous dites franchement, le Vatican, quand on nous dit, certains disent qu'ils sont très au courant et qu'ils dirigent le monde, c'est peut-être pas si fou que ça. Alors, depuis le 21e siècle, on n'arrête pas de dire que la vérité est en marche. Or, cette vérité est en marche depuis très longtemps. Moi, je dis simplement que ceux qui ont ouvert d'abord leurs yeux, leur esprit ensuite et leur cœur, ont découvert plein de choses. On n'a pas attendu le 21e siècle pour que les extraterrestres nous fassent signe. On les a même poursuivis. Alors, les gens qui veulent en savoir un peu plus, mais c'est quoi les traces qu'ont laissées les extraterrestres? Il y a été allé dans des grottes très anciennes, où on trouve des extraterrestres qui sont dessinés. Il y a des témoignages, il y a des dessins. Vous allez en Amérique du Sud, il y a des poteries où on trouve encore des reproductions d'extraterrestres. Vous allez à Nazca, vous trouvez des pistes en se demandant à quoi elles servent. Alors on vous explique que c'est des rites, n'importe quoi. Et puis après, il y a tous les gens. Et puis alors il y a les coutumes ancestrales des Indiens, les Dogons. Et donc l'ufologie étudie ces véhicules venus d'ailleurs, mais aussi les engins et aussi les gens qui les pilotent. C'est un ensemble bien cohérent. Pour étudier ça, il fallait pas compter effectivement sur le ministre, sur les scientifiques et sur les gouvernements. Donc globalement, tous les États, un peu partout, à partir de 1950, se sont intéressés à ce sujet-là et ont créé des associations ou des groupements pour étudier ces phénomènes qui dépassaient un peu l'entendement. Évidemment, ces associations et ces organismes ont été pris beaucoup à la rigolade. Même en France, un organisme qui est très sérieux, qui est le GEPAN, tu as dû connaître, hein, Robert? Tu as entendu parler du GEPAN, hein? Donc pour moi, c'est un organisme très sérieux qui a fait les choses très très sérieusement. Il y a eu aux États-Unis aussi des organismes mais qui ont été boycottés parce que les Américains ne voulaient absolument pas qu'on découvre la vérité. Mais on peut comprendre pourquoi, parce qu'ils avaient menti. Alors, le problème du mensonge, c'est quand on met le doigt dedans, pour sortir la main, il y a le bras, il y a tout ce là. Donc ils sont un peu enquiquinés. Alors ils ont créé un organisme qui s'appelait le Majestic 12. 100 milliards de planètes. Ça vient de moi. Alors il est donc parfaitement vain de savoir combien sont habitables.
Alors malheureusement pour l'histoire des Terriens, il faut savoir que la Terre a été repérée par les Anunnakis, qui vont débarquer il y a 370 millions d'années sur la Terre pour l'exploiter. Elle, la Terre, et nous, les pauvres Terriens. Alors ils vont procéder à la modification génétique des humains parce qu'ils ont besoin de gens un peu plus évolués, un peu plus forts et surtout, complémentaires, merci, c'est-à-dire d'avoir des esclaves de bonne qualité. Et on va leur servir à cultiver les mines, et il y en a, Dieu sait, des mines partout. Et puis en plus, au départ, ils sont seuls à nous exploiter, nous et nos mines, mais après ils vont trouver des alliés de circonstance, qui sont les gris dont on a entendu parler. Et ceux qui ont entendu parler des gris, alors il y en a qui disaient, mais attendez, les gris, vous vous racontez des conneries, c'est pas des petits, c'est des grands. Et les grands disent, mais non, c'est des petits, il y a les deux. Les petits gris, c'est des êtres factices, mais qui sont des esclaves, qui ont été créés par les grands gris, qui sont vraiment dangereux. Et puis ils ont aussi des alliés qui s'appellent les Sircars, qui est une race épouvantable, dont on va un peu parler après. Alors, ce que je dis là, je ne l'ai pas inventé, il y a des témoignages qui sont nombreux, ils sont de 3 niveaux, vous en connaissez quasiment les 3. Le premier, c'est les tablettes sumériennes qui ont été déchiffrées par Zecharia Sitchin, qui ont été reprises par un Français qui s'appelle Anton Pax et sa femme, Anaël, qui parle beaucoup des Anunnakis, des combats. Ils sont intéressants, mais pas non compliqués. Au bout d'un moment, toutes les familles d'Anunnakis, moi j'ai perdu, et j'ai eu un peu de mal parce que j'ai acheté les premiers, mais j'ai perdu la suite de la famille. En fait, il nous explique quand même que parmi ces extraterrestres, il y a des demi-reptiliens et il y a des demi-humanoïdes. Alors, ils expliquent aussi que les Sumériens ont considéré ces extraterrestres comme demi-dieux dont on parle dans la Bible, qu'on appelle les Elohim. Et là, on se trompe parce qu'on parle d'un Elohim, alors que c'est un pluriel, et c'est des Elohim. Et effectivement, il y a plusieurs dieux. Et ces dieux, c'est les Anunnakis, les responsables des Anunnakis. Alors, qui sont les Anunnakis? Les Anunnakis avaient un grand chef qui s'appelait Anu. Et ce brave Anu a eu 2 fils. Le premier s'appelle Enlil. Et ce premier, il l'a eu avec une femme reptilienne. Donc Enlil est moitié reptilien et moitié Anunnakis. Et il l'a eu avec une autre femme qui était humanoïde, Enki. Et donc Enki est à moitié Anunnakis et moitié humain. Ce qui vous explique 2 caractères totalement différents et qui explique qu'en fait que les 2 frères sont des frères ennemis et qu'ils ont passé leur vie qui a commencé il y a fort longtemps et qui n'est même pas finie. Ils ont passé leur vie à se foutre sur le coin de la figure. Et on retrouve des Derkiès qui nous expliquent que sur l'Atlantide, il y avait 2 clans, un qui était fidèle à Enki, l'autre qui était fidèle à Enlil, et qu'ils se sont entretués tous les deux. Et la conclusion de tout ça, c'est qu'ils ont fait péter l'Atlantide, qu'ils sont foncés là, et ça n'a pas arrêté, et les combats ont continué après en Mésopotamie, où il y a l'Irak, et ainsi de suite, et les combats, visiblement, viennent simplement maintenant de s'arrêter. Et donc on arrive au tout dernier chapitre, c'est les derniers témoins en date. Alors ces derniers témoins en date, ça dit quelque chose, Robert? Ils se sont réunis au mois de juillet, donc vous pouvez en parler mieux que moi. Vous reconnaissez, vous voyez là 4 figures. Parmi ces figures, il y en a au moins une que vous reconnaissez, car elle est ici, c'est Robert. Et il y a au milieu une femme extraordinaire qui est Elena Danahan. Et tous les 2 se sont réunis, ont donné des informations. Ils sont rentrés directement en contact grâce à Elena Danahan avec le fameux Enki. On entend parler des petits gris, des petits hommes verts, et on ne comprend pas très bien. Et en fait, Elena Danahan, dont je vais parler un peu, en fait, c'est très simple. On nous explique que dans notre système stellaire, c'est-à-dire le système solaire, il y a exactement 120 races d'extraterrestres.
Alors effectivement, quand il y a des témoins, ils n'ont jamais rencontré la même race, donc les témoignages ne sont pas cohérents, et tout le monde en déduit qu'en fait ils nous racontent n'importe quoi, ou c'est leur fruit de l'imagination. Par contre, ils ont un point commun, tous ces extraterrestres, c'est que globalement, ils s'intéressent tous à la génétique. Et ils ont eu besoin d'abducter des gens pour effectivement récupérer des spermatozoïdes, des ovules, ainsi de suite, et de faire leur mélange, de faire des bébés éprouvés, de faire des trucs horribles. J'en prends les détails, renseignez-vous, il y a des fois, ça vaut bien. Grande surprise, ils ont trouvé d'autres momies de tailles différentes, mais ils ont surtout trouvé des momies de femelles, alors qu'elles avaient un aspect humanoïde, elles avaient des œufs dans leur ventre. Sur les 120 races d'extraterrestres, Elena Danao, dans son bouquin, a dessiné, parce que les beaux-arts et parce que par télépathie, elle a été en contact avec des extraterrestres, elle a dessiné très exactement les extraterrestres qu'on pouvait rencontrer. Alors, je n'avais pas vous faire les dessins des 120. Et alors maintenant, on va finir, et ça c'est vraiment la fin, par le titre Apocalypse. C'était le titre du début. On va jouer un petit quiz. Je vais vous proposer 4 définitions de l'apocalypse, et vous me direz à votre avis quelle est la bonne. Alors voilà, vous avez 4 possibilités, à votre avis laquelle il faut retenir. C'est la 4e, vous avez tout bon. On revient en 2e semaine à la même heure pour une conférence un peu du monde avec plus de détails. Effectivement, la 4e réponse semble être la meilleure. Il faut savoir que l'Apocalypse, elle a commencé avec l'ère du Verseau. Là, on revient à l'astrologie, il y a plusieurs périodes. On est rentré dans cette Verseau qui est considérée comme celle justement de la révélation. Drôle de coïncidence. Et on peut penser que dans cette ère, les mensonges que l'on subit depuis notre arrivée sur Terre jusqu'à l'existence des extraterrestres et tout ça va se découvrir petit à petit. Mais ils sont si gros les mensonges qu'il faut découvrir que il y a 95% des gens qui ne veulent pas y croire au jeu. Et puis c'est un refus catégorique. C'est non, ça ne peut pas exister. Ce sont des conneries. Voilà. Alors évidemment, c'est difficile à accepter. On a été abusé au propre philo, c'est très vrai, par certains dirigeants, par certaines religions, l'Église catholique, pour laquelle j'ai quand même beaucoup de respect, nous a raconté beaucoup de mensonges. Alors ils n'ont pas raconté totalement des mensonges. Si vous prenez la Bible, c'est des demi-mensonges. Il faut savoir être au 2e degré ce qu'ils voulaient dire, les images qu'ils ont utilisées. Alors, quand on regarde vraiment, on lui arrive, c'est vraiment tiré par les cheveux. Bon, et puis, ce que je peux vous dire aujourd'hui, je pense que Robert pourra le confirmer, c'est que la Confédération intergalactique des mondes, aidée par une force, alors là, pour moi c'était une très grande surprise, a été aidée par une force franco-américaine qui s'appelle Solar Warden, qui est une force de scientifiques branchés plutôt sur tout ce qui est spatial. Ça veut dire que tous les Américains ne sont pas mauvais, qu'il y a des Français qui sont compétents. Ils se sont associés. Et ils ont participé à un combat qui a commencé en 2021, qui s'est passé dans d'autres dimensions et pas évidemment sous nos yeux, et qui ont permis de chasser Enki et ses associés définitivement. Et Enki, vous me le confirmerez, est intervenu dans cette réunion pour dire qu'aujourd'hui, on a vraiment notre destin en main, que les Anunnakis qui nous ont pris pour les derniers esclaves ont été définitivement chassés, eux et leurs associés, et qu'aujourd'hui, il nous reste un ennemi à vaincre, c'est nos concitoyens. Et ça ne va pas être facile pour une raison, parce qu'on n'est pas prêt à rencontrer les gens que je vous ai montrés là, on n'est pas prêt à accepter les extensions des extraterrestres, et les extraterrestres ont eu quand même des alliés qui sont encore vivants, on peut considérer comme des collabos, pas très à l'heure, mais ils sont quand même toujours là. Il va falloir tenir compte d'eux. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a un très grand travail qu'il va falloir faire et qu'il ne va pas se passer en 15 jours. Alors, on va poser la question, quel intérêt, pourquoi et quand et comment? Là, je vais vous répondre très laconiquement là-dessus. Nos créateurs ont souhaité nous mettre sur le chemin de l'évolution prévu dès le départ, avant qu'on nous bricole génétiquement, et nous avons toutes nos compétences qui avaient été perturbées par les Anunnakis,
loin de celle prévue par Darwin, et pour cause, il a dit des conneries. Et la Terre et l'être humain étaient, d'ailleurs répète les galactiques, leur plus belle réalisation. Donc il est temps de revenir à cette réalisation. C'est vrai, la Terre est belle, quand on ne la pollue pas et qu'on ne casse pas tout le monde le papier, elle est très belle. Ça, c'est la première conclusion qu'on peut tirer. D'autre part, l'homme a pris beaucoup de retard, et ce n'est pas en jouant le rôle cosmique, on n'a pas joué le rôle cosmique envisagé, malgré les petits essais spatiaux qu'on a fait au XXe siècle. J'en profite quand même pour vous glisser qu'il court le bruit que les Américains ne sont jamais allés sur la Terre, sur la Lune, pardon. Ça, c'est une connerie énorme, énorme. J'ai déjà lâché. Alors, malheureusement, il y a plein de gens qui y croient, et même des gens qui croient aux extraterrestres. On nous explique que c'est les studios de Hollywood qui ont mis une mise en scène et tout. Je veux dire, il fallait simplement suivre à l'époque les voyages spatiaux et de près. Moi, j'ai entendu en direct les spationautes dire on est en train de croiser un engin, on ne sait pas ce que c'est. À 8h du matin, ils disaient ça. Et ils demandaient allô Houston, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se dépique? Et Houston est un peu ennuyé. Eh bien, écoutez, on en reparlera plus tard. Ils vont sans doute aussi nous aider génétiquement. Ça, pour l'instant, c'est pas dit comme ça, mais j'imagine pas que l'être humain puisse devenir du jour au lendemain intelligent. Peut-être vous et moi, parce qu'on est doué, mais il y a beaucoup qui ne peuvent pas franchir ce pas. Donc je ne pense pas que ça se passe comme ça, et si on attend l'évolution de l'homme, là je pense qu'elle reste d'être régressive. Donc je pense qu'ils vont aussi intervenir génétiquement. Vous imaginez comment bon. Comment c'est simple, hein, ils vont peut-être entre notre petit-fils c'est-à-dire le troisième œil, qui a été endormi, un peu plus performant, et ça, il n'y en aura pas pour longtemps, ça pourra se faire à mon avis très facilement, et puis ils vont sans doute aussi nous permettre de changer les vibrations, et d'atteindre cette cinquième qui ne nous permet pas de voir les montagnes s'ouvrir le jour, nous volant. Donc ils vont nous amener ça, ils vont nous amener des améliorations scientifiques. Alors la médecine, n'en parlons pas, on va réussir à en parler. Alors tout le monde, j'entends plein de gens qui disent en 2024, c'est la révolution, on n'aura pas besoin de t'opérer, on va nous sortir des tas de chirurgies exceptionnelles, on va pouvoir reconnaître des gens, des trucs exceptionnels, il faut arrêter de rêver. Tout ça va prendre du temps. Alors, ce début de ce plan ambitieux, c'est ce qu'on puisse dire, il va commencer en 2024, donc on est dans pas longtemps, il a été un peu retardé. À une seule condition, c'est qu'on fasse le nécessaire de notre côté. Ça ne se fera pas en un mois. Ça nécessitera forcément un changement total de notre mentalité à tous les niveaux. Déjà de supporter notre voisin, de supporter notre femme, notre mari, notre chien quand il aboie, ou les oiseaux quand il queen. Donc il va falloir surtout remplacer la peur par l'espoir. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est pollué par la peur, on a peur de tout, on a peur de la vie, on a peur de la nature, on a peur de notre voisin, on a peur du chien qui va vous mordre, on a peur des extraterrestres, on a peur de tout le monde. Voilà. Il va falloir remplacer ça. Bien sûr, remplacer ça par l'espoir, l'égoïsme par le collectivisme. C'est sûr que si on reste seul chacun dans sa tour d'ivoire, on n'arrivera à rien. Il faut arriver à travailler ensemble, alors là, ça promet. Et puis, il va falloir remplacer la richesse bancaire par la richesse de cœur. Alors là je suis en train d'en rêver, je parle d'un autre domaine. Et le sexisme par l'unité, alors là c'est total. La séance est terminée. On peut vraiment se demander si on est prêt à tout ça, est-ce qu'on est prêt à rencontrer les extraterrestres. Moi, quand on m'annonce 2024, je suis très sceptique. Je pense qu'il va falloir être un peu plus patient, avoir des dates qui circulent. 2030 peut-être, 2050, 2075, 14 600, parce que dans 14 600, il y aura une nouvelle précession des équinoxes, donc c'est un moment favorable. Donc, quand j'entends les gens penser qu'en 2024, ils vont être obligés de travailler, qu'ils vont avoir l'énergie, qu'ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent, je pense que sur cette terre, il y a déjà beaucoup de rêveurs. Donc, je vous donne un conseil, ne rêvons pas d'un monde parfait, surtout uniquement matériel. Ceci ne se fera pas sans effort et sans travail. Et nous sommes